je pense que, en parlant d'abord de mon métier de cinéma, c'est quelque chose que je pense. En fait, l'idée vient d'un constat de par le monde, mais surtout en France, où je pense qu'il y a un désir de perfectionner les choses et de trouver dans le discours des idées qui nous amènent vers l'idéal et une précision de l'idéal. Je pense que ça devient très dangereux. Et j'ai constaté, je pense comme vous tous, que un des discours principaux, un des attaques récurrents contre le vin naturel, c'est que c'est des vins défectueux. C'est des vins beaucoup plus défectueux que d'autres. En fait, il y a toujours implicite que les vins dits conventionnels, mais évidemment, c'est des vins conventionnels selon des conventions qui n'ont pas plus d'une quarantaine d'années. Que dans l'échelle de 8000 ans d'histoire, c'est pas beaucoup. Donc moi, je trouve d'appeler les vins non naturels, disons conventionnels, je trouve ça déjà troublant. Mais c'est sûr qu'en Italie, en France, aux États-Unis, partout, même au Brésil, on emploie souvent l'idée que les vins naturels sont plus défectueux que les autres et que ceci est un gros problème. Moi qui est cinéaste, qui est amateur de vin, rien d'autre, je n'ai pas d'autre statut, je suis cinéaste. Dans le cinéma, l'idée du défaut est en fait, selon, disons, des cinéastes modestes, Bresson, Renoir, Marcel Carné, Ophuls, père et fils, Fellini, Pasolini, De Sica, Visconti, en fait, disons, des cinéastes marginaux dans l'histoire du cinéma, et je pourrais citer un tas d'autres pays, mais je reste en Italie et en France pour l'instant. Le défaut est non simplement quelque chose qu'on ne devrait pas éviter, mais c'est quelque chose à exalter. Le défaut, la recherche du défaut et la recherche de l'humanité. Et dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma, l'humanité, la forme du cinéma est mise au service d'une recherche de ce qui nous touche humainement, de ce qui contient de l'émotion. Et moi, comme amateur de vin, comme cinéaste qui aime le vin, comme beaucoup d'autres amateurs de vin, on cherche l'émotion. C'est pour ça que je suis, avec tout le respect pour un critique de vin à côté, depuis une trentaine d'années, j'ai constaté aussi, moi j'ai commencé à travailler dans les restaurants quand j'avais 15 ans, donc c'était un peu aussi, j'ai fait des cartes des vins, etc. Donc j'ai toujours eu un attachement passionné au vin. Mais c'est que depuis une trentaine d'années, depuis les années 80 vraiment, que les critiques, les prescripteurs dans le monde du vin ont commencé à avoir du pouvoir. Et là, au lieu de ce contexte de vin qui a toujours été discuté depuis des milliers d'années, dans un contexte rural, dans un contexte paysan, dans un contexte agriculturel, que le vin, la joie du vin pour ceux qui habitaient en ville, c'était un voyage vers la nature, vers l'agriculture. Depuis une trentaine d'années, à travers les discours des prescripteurs, le vin est devenu un objet de luxe. Ce n'est pas différent d'un vêtement Armani, d'une voiture Maserati, etc. Et dans ce contexte, évidemment, si on isole le vin de la nature, d'un contexte agriculturel, c'est évident qu'on va suivre les tendances de l'époque, les tendances politiques et culturelles. Et du coup, on commence à parler beaucoup plus des choses défectueuses, des choses qui n'arrivent pas aux normes. C'est quoi les normes de Monsanto? Les normes de qui? Et ça, comme cinéaste, je trouve ça évidemment révoltant. Je dis pas, c'est pas de la faute des critiques. Hein. C'est juste que c'est accompagné, disons, un changement de perception. Je répète, dans le cinéma, Pasolini, qui est un de mes cinéastes préférés, sans doute connu par tout le monde ici, c'est quelqu'un qui a porté, avec sa foi chrétienne, sa foi marxiste, sa foi homosexuelle, qui étaient trois identités qui revendiquaient avec la même passion et la même conviction. Ça peut paraître contradictoire pour certains.
Mais pour ceux qui ont vu l'Évangile selon Matthieu, qu'il a fait en 64, je pense. Non, plutôt, peut-être 62. C'est un film où je pense on ressent quelqu'un qui réussit à vivre ses contradictions. Et surtout, il nous présentait un Christ d'où la grâce et la force et la générosité étaient basées sur l'idée des défauts. J'arrive comme amateur dans ce monde du vin, le monde du vin naturel, et tout d'un coup, je ressens des émotions que ces grands films m'ont toujours apportées, où il y a de la place pour ceux qui nous rendent vivants, ceux qui nous donnent un peu de noblesse. Du coup, quand je commence à lire, surtout dans les dernières 4-5 ans, des critiques de plus en plus féroces de la part de l'industrie, que ce soit des critiques même de vin ou des représentants de l'industrie du vin, et ça peut être aussi les défenseurs des grands châteaux bordelais, etc., que le vin naturel est un problème parce que c'est juste une série de défauts. Là, ça me met dans un état de révolte. Donc moi, j'aimerais bien qu'on parle autour de ces questions. Évidemment, je pense que chacun apportera ses défauts à lui dans ce débat. Donc, je me présente quand même parce que je suis beaucoup moins connu que Jonathan. Donc, je suis journaliste depuis bientôt 30 ans, 27 ans. Je me suis spécialisé dans le vin très tôt, mais je suis d'une formation littéraire et journalistique. Le vin, c'est le produit qui m'a passionné, les hommes d'abord, parce que il y a quelques vignerons que j'ai rencontrés ici il y a un certain temps, et je me suis rendu compte que c'est une richesse humaine d'abord, et puis après géographique, philosophique, enfin c'est un vrai sujet. À une époque, c'est pour resituer le débat, je commençais à écrire à fin des années 80, où le vin n'était pas un sujet. C'était un sujet dans la presse de très loin. Déjà, c'était totalement considéré par les rédactions dites parisiennes comme un sujet minoritaire et même pas secondaire. C'est-à-dire qu'on donnait la parole aux gens du vin, on ouvrait le micro pour laisser parler un vigneron pour nous dire ce qu'il y avait dans la cuve cette année-là, ou on ouvrait la boîte au sommelier qui nous disait alors avant Noël qu'est-ce qu'on boit avec la dinde, mais ça se résumait vraiment à ça. Je le rappelle parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc aucune exposition du vin, un autre monde aussi avec beaucoup de plus peut-être de spontanéité, très peu de calcul. Et puis à la fin des années 80, le vin, principalement parce que c'est là où la France bascule. Je ne parle que de la France parce que je ne pourrais pas étendre mon expérience. La France bascule, elle est beaucoup plus citadine qu'agricole et que ses racines lui manquent et qu'on est au début du grand chamboulement qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui, c'est-à-dire se poser des questions, comment sont produits ce qu'on mange et ce qu'on boit et tout ça. Et le vin arrive très rapidement comme un sujet que les citadins s'approprient parce que c'est le prolongement du plaisir gaulois, enfin plein de choses, et qu'on ne sait plus grand-chose du vin. Les enfants des années 60, en gros, ils se sont construits contre le modèle agricole français et gaulliste, donc le vin, c'était pas franchement rock'n'roll, donc ils se sont totalement acculturés en gros du vin, et ils arrivent à une période, 30-40 ans, où ils veulent se réapproprier le vin. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui ont quand même du pouvoir d'achat, qui lisent la presse, enfin bon. Et le vin devient un sujet. La notion de critique apparaît vraiment à ce moment-là. Alors avec un grand phénomène, le mot n'a pas été prononcé, mais il faut en parler, qui est Robert Parker aux États-Unis, qui est quand même, qui a mis le coup de pied ou allumé la mèche, je ne sais pas, mais en tout cas qui a surdéveloppé ce milieu avec quelqu'un qui met des notes sur 100, donc mentalité américaine, pur produit de la notation américaine et l'éducation américaine. Mais en France, vous mettez des notes sur 20. Sur 20, voilà. Mais des notes... Non, mais alors... Vous êtes 5 fois moins bien. Voilà. Et les notes sur 20, elles sont arrivées dans la revue dans laquelle je travaille en ce moment, elles sont arrivées au début des années 90, puisqu'avant, on mettait des étoiles. On mettait des étoiles, exactement comme en gastronomie. Il y avait 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. C'était ça. Mais pas d'étoiles jaunes. Et pas d'étoiles jaunes ni roses. On mettait vraiment... donc on était... on classait, mais on était beaucoup plus proche, en fin de compte, de la vie...
dire, à la fois du producteur et de l'acheteur courant, c'est j'aime, j'aime pas, en gros. On était dans ce côté binaire. Et puis, la note sur 100 arrive. Nous, on se retrouve comme des petits-enfants dans une cour d'école devant le grand qui a tout compris et qui impose sa loi. La notation sur 20, on la revendique, on la défend, parce que, bien évidemment, que vous imaginez que dans ce petit milieu, parce que c'est un tout petit milieu, mais de la notation du vin, il y a des gens qui ont basculé sur 100 en se disant on va parler comme le dominant, par cœur, et puis il y a nous, je continue, il y a quelques Italiens, il y a un peu d'Espagnols, qui, dans notre culture latine, a continué à noter les vins sur 20. Cette notation, elle est devenue très importante parce qu'en face, il y avait effectivement des gros blockbusters qui étaient les vins notés par cœur. Il fallait exister par rapport à ça. On revient un peu, resserre un peu le débat parce qu'il y a beaucoup de choses. La normalité, donc on revient sur cette notion de normalité. Juste tu pourrais ajouter l'influence que ces notes ont eu et ont encore sur le marché. Voilà. C'est-à-dire que c'est devenu très vite, il y a eu très vite une dépendance d'une partie du monde viticole à ces notes. Parce qu'une grosse note de Parker permettait de vider la cave en 15 jours. Quoi. Voilà. Non, voilà. Donc il y a une espèce de dépendance qui a conduit aussi à une modification de la production. Mais cette époque, heureusement, est finie. Ce qu'on voit très bien dans Mondovino, hein, c'est... malheureusement, elle n'est pas complètement finie. Pour les gens qui continuent à chercher des vins qui sont liés au marché, les châteaux bordelais, les grands domaines, les vins chers et les vins qui font partie d'un marché international. Mais ces vins-là, ils restent là-dedans. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur ça, mais il y a le fil, on l'a tiré là beaucoup, il faut qu'on revienne sur des étapes. La normalité et le défaut du vin. Il faut savoir quand même qu'avant, avant les années, le pré-phylloxéra, le défaut, c'était pas, on ne se posait pas les questions de savoir. On essayait de faire un vin marchand. Il y a cette expression vin loyal et marchand qui était l'obsession des vignerons. Celui qui était adoubé non par les critiques mais par le courtier ou par le marchand, il avait un vin loyal et marchand. On ne parlait même pas de défaut. Il fallait qu'il soit buvable. Après, suivant la qualité, suivant l'histoire de la propriété, il y avait des débouchés pour ces vins-là, vins de taverne, vins de restaurant, mais bon, tout ça se concentre. On est au début du XXe siècle. Mais Antoine, si tu me permets, même l'idée de buvable, selon qui? Oui. Selon quel palais? Selon quel genre d'habitude alimentaire? Et selon quelle c'est relativement simple si on se replonge dans les textes. Il y a des courtiers qui avaient des codes. Il y avait et les prix. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a jamais de pistolet sur la tempe de n'importe qui au moment de boire du vin. Je sais que les choses ont évolué aujourd'hui sur les images, sur s'approprier cette notion d'image que projette le vin, ça déforme les choses. Mais quand même, il y a des buveurs, il y a des gens qui boivent le vin. Et ces gens-là, historiquement, quand je dis buvable, c'est qu'il y avait des vins qui étaient malades, piqués. Il faut lire les manuels d'œnologie du début du siècle. C'était de la médecine. Comment on va régler ce problème? Et là, je ne parle pas du vin du voisin, je parle du vin qui voyage, ce qui est quand même très important. Parce que quand même, le vin est devenu un vrai outil marchand à partir du moment où il a fait un peu plus de 50 ou 100 km. Et là, à ce moment-là, au-delà de ces 50-100 km, il y avait quelques vignobles qui étaient proches des fleuves, donc ça pouvait voyager correctement. Dès que ça prenait la route, c'était quand même très très compliqué. Et il fallait sauver en permanence des vins qui étaient malades. Donc ça s'est terminé relativement rapidement avec la révolution industrielle. Ça s'est accéléré dans les années 60 où l'œnologie moderne est arrivée et aidé une France qui était à moitié dans l'industrie, mais encore très, 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 très paysanne. Et là, à ce moment-là, la norme est arrivée. Là, il y a une notion très différente, c'est qu'on ne s'est plus posé la question de savoir le goût du vin, on s'est posé la question de savoir si le vin était bien dans les normes analytiques. Donc il fallait qu'on ait bien évidemment absolument pas d'acidité volatile, il fallait que les vins, cette notion de vin sec est née à ce moment-là, c'est-à-dire que pas de résiduel dans la définition du vin sec, l'alcool, enfin tout ça. Et là, la production viticole française est rentrée vraiment dans un moule. Et à partir de ce moment-là, moi, de mon point de vue, je dis que c'est vraiment là, avec un autre mouvement qui était quand même plantation de vignes jeunes, donc là on est années 60-70, issus de sélection clonale, parce qu'il faut les planter, comme il faut les nourrir la France, il faut les produire du vin, pas plus pour faire du vin aliment, comme dans les années 30 ou 40, mais pour faire du vin avec l'ambition d'être le numéro 1 mondial du vin
à l'export. Ça, c'est les discours des ministres de l'agriculture dans les années 70. Donc tout ça fait qu'on arrive à un moment donné dans une situation de normalisation totale avec une couche supérieure qui est les appellations d'origine contrôlée. C'est-à-dire que partout, pour tenir tout ça, on a construit les appellations d'origine contrôlée, qui est un modèle, je trouve, pour ma part, extraordinaire. Regrouper des hommes avec des histoires différentes, mais défendre ce qu'est la production d'une zone identifiée avec des cépages où les gens sont d'accord, des styles à peu près de vin qui ressemblent à ce que est leur culture, c'est-à-dire que ce que leur fait boire leurs parents ou leurs grands-parents et défendre ça, moi je trouve que c'est quand même des notions d'une noblesse absolue. Mais non, ça tu penses, Antoine, que ceux qui ont construit et défini les AOC, c'était des gens qui travaillaient de manière désintéressée et qui étaient des vrais étudiants de l'histoire et qui cherchaient à faire un geste démocratique comme tu suggères, ou est-ce que c'était des gens avec des partis pris, des gens qui représentaient des pouvoirs? Parce qu'en Italie, de toute façon, c'est pas pour la France, mais pour l'Italie, les DOC sont complètement pourris. Oui, ce sont des pourris. constructions Sont dévoyés. à 100% pures du pouvoir de l'époque, en fait, dans l'occurrence en Italie des années 60 et 70. Mais en fait, il y a plusieurs cas de figure en France. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Parce que l'AOC a une histoire assez longue. Donc la plupart des AOC des années 30 étaient plutôt construites sur des bases historiques viticoles réelles. Et un bipartisme avec sans le négoce, de pouvoir, avec des enjeux de pouvoir forcément localement, parce qu'il quand on voit le découpage par exemple, il y a des zones viticoles où on a oublié un village parce que c'était le village communiste dont le maire voulait pas s'acoquiner avec les villages voisins, donc il fait pas partie de l'appellation. Thierry, c'est des conneries comme ça, Thierry, mais c'est pas si important. Ou inversement, le meilleur village ne voulait pas se mettre avec les autres qui faisaient moins bien. Oui, et il y a des villages comme ça qui sont passés à côté de l'appellation. Mais après, juste pour finir avec ça, après il y a quand même toutes les AOC récentes, c'est-à-dire depuis les années 70, qui elles sont construites sur vraiment des volontés politiques de développer une région sur des bases qui ne représentent pas grand-chose, quoi. La noblesse de l'histoire, c'est qu'autour d'une table, il y avait et les négociants et les producteurs. Et c'était toujours à l'initiative des producteurs que les appellations se montaient. Mais il y avait très peu de producteurs à l'époque qui ont bouteillé leur propre vin. Donc est-ce qu'ils étaient représentés? Oui, est-ce que les paysans étaient à la table? Oui, ils étaient à la table. Ils étaient à la table parce que déjà, ils étaient à la table et bien évidemment, en chaque appellation, il y a une histoire différente. Donc là, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même une volonté. Les appellations ne se sont pas faites sans les vignerons. Vraiment. Bon, après, alors effectivement, il y a cette défense de la marque. Et là, faut qu'on revienne sur notre sujet. La défense de la marque, qui est une appellation, parce que c'est quand même une marque, contrairement, c'est peut-être un gros mot, mais voilà, c'est que tout le monde met quand même le même nom sur son étiquette, et moi j'appelle ça une définition de marque. Et c'est à partir de ce moment-là où la notion de norme arrive. Donc je récapitule un petit peu. Donc des schémas œnologiques qu'on demandait aux gens de produire, et eux-mêmes ont été convaincus que le bon vin, c'était celui qui était dans le cadre œnologique bien défini, et une norme. Donc on met de côté plein de cépages parce qu'il faut en choisir pas beaucoup dans l'appellation. Donc on oublie quand même une diversité quand même, qui était quand même importante, qui faisait la petite touche personnelle. On reconcentre. Donc aujourd'hui, il doit se planter une dizaine de cépages. 10 cépages font 80% des plantations en France encore aujourd'hui. Donc alors que ça devait être 800 à l'époque. On peut parler du monde entier dans ce genre de rapport. On peut parler, ouais, mais on va rester juste un tout petit peu pour la France parce qu'en plus on a une vieille histoire, donc, et que peut-être c'est un peu de notre faute si tout ça est parti de travers. Et donc la norme, elle est devenue dominante à ce moment-là. Et les défauts, pour revenir à notre histoire, c'est que les défauts, c'était l'absence de problème. On a commencé le goût, c'était l'absence de problème. Le goût du vin, c'est l'absence de problème. Donc un vin sans problème était un vin loyal et marchand. Sauf que l'ensemble de la production a commencé à se ressembler, se normaliser terriblement. Et là, il n'y avait pas le goût. Et je pense que la Bourgogne, pour ça, est très intéressante. Je pense que les villages bourguignons, où il y a eu tant de nuances de goût pendant des siècles, quelques centaines d'années, et aujourd'hui, c'est flagrant. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a vraiment une norme de production. Alors, quand je dis norme de production, il faut ajouter l'arrivage
l'arrivée des fûts neufs, l'arrivée des levures. Surtout la destruction des sols, non ? Des levures, oui, la destruction des sols. En Bourgogne, la période des sols, elle n'a pas été le monde cultivé, elle n'est pas si longue que ça. C'est vrai. Les 60, 70 oui, et 80 aussi. Non, parce qu'en fait, la différence entre la Bourgogne et la Champagne ou la Bourgogne et Bordeaux, c'est qu'en Bourgogne, les structures viticoles sont restées très familiales. Et donc les gens ont toujours eu un attachement à leur sol. Sauf que la majorité des gens... C'est pas les négociants anglais qui sont venus... La majorité des Bourguignons mettaient des produits de synthèse dans leur sol pendant une trentaine d'années. Oui, mais pas d'une manière aussi intensive. La culture, par exemple... Pas de manière aussi grotesque qu'ailleurs, c'est vrai. Mais la culture du labour, par exemple, a toujours perduré en Bourgogne. Il y a quand même un attachement au sol, même aux parcelles, à la vigne, qui est beaucoup plus fort que dans les autres grandes régions. Mais justement, à cause de ça, c'est quand même étonnant de voir la région peut-être où il y avait la plus grande défense de l'idée, de l'identité, de la diversité, où même eux, ils basculaient pendant une période de manière assez grave. Oui. Et ils sont les premiers à le dire. Moi, je n'ai rien qui ne dirait pas un Bourguignon. Donc on arrive à une forme c'est l'effet de l'argent. Une forme de normalisation. Ouais. Et de cette normalisation, je pense que sont nées l'envie de sortir de ce carcan. Parce que moi, par exemple, je fais vraiment une grande différence entre aujourd'hui le mouvement qu'on va qualifier au départ qui était bio, après biodie, après nature, enfin bon, qui est quand même un grand axe dans lequel il est parti, mais je fais une grande différence entre ce mouvement actuel et la bio, les vignerons bio des années 60-70. On est complètement dans un autre sujet, même si dans le fond, au départ, on défend enfin, il y a une philosophie viticole, pas vinicole, mais viticole, à peu près identique. Les choses ont énormément changé. Il y a une prise de conscience à partir du vin. Le vigneron bio des années 60, c'était un problème viticole. Il n'avait pas envie de balancer ce que balançait le voisin, ou des fois il n'avait pas les sous, il faut être honnête, disons les choses complètement. Après, c'est un choix de vie viticole. Rarement on fait le choix de vie de faire des vins bio dans les années 60-70 pour le goût. C'est après qu'on a commencé à se dire mais il y a un peu plus de vie, enfin même pas de vie, le mot est très récent. On va parler d'acidité par exemple. Les vins bio, il y a une acidité plus marquante, les pH se tiennent mieux, tout ça. Mais c'était viticole cette démarche-là. Aujourd'hui c'est vinicole, donc on revient au sujet, le goût et les défauts. Et donc, bon, ça s'est ouvert, moi je suis très content de voir que ça s'est ouvert. Maintenant ça s'est ouvert à partir du moment où ça s'ouvre, où il y a de la recréation. Il faut aussi accepter, et là je fais l'avocat du diable, qu'il y a eu des conneries, et qu'il y a encore des conneries. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais un niveau de volatile trop élevé sur certains vins, on sait très bien que l'acidité volatile est un support aromatique, on est bien d'accord vous êtes des producteurs en partie dans la salle, vous savez qu'à un moment de volatile, c'est un support aromatique assez génial qui nous donne, mais ça affaiblit aussi terriblement certains vins. Il y a des vins qui sont mis à un moment donné... Certains oui, certains non. Oui, en Italie, par exemple, voilà, dans le sud, il y a une tradition de maintenir sur des cépages un niveau d'acidité volatile assez élevé, en fait, pour équilibrer le vin. Oui, mais il faut qu'il y ait des cépages. C'est une très vieille tradition qui sortent des vins, parfois, vraiment sublimes. Oui, parfois. Mais alors, l'idée de cette norme européenne n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, si on considère aujourd'hui, c'est 0,9 grammes par litre en acide sulfurique, d'acidité volatile tolérée. Oui, c'est le maximum. C'est le maximum. Sauf qu'il y a des vins avec 1 gramme ou 1,2 gramme qui sont excellents. On cite souvent un vin mythique à Bordeaux qui est Cheval Blanc, Cheval Blanc 47 donc vin préféré des amis Parker et Roland d'ailleurs. Avec un niveau de volatile, et on ne sait même pas s'il y avait que du Cheval Blanc dedans. Mais donc à partir du moment où on ouvre, on tente des choses, on prend des risques, il faut aussi accepter qu'il y a aussi des choses qui ont moins bien marché. Moi, où je suis totalement d'accord, c'est que personne n'est condamnable en bloc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de producteur de vin nature à condamner. Il y a des vins à dire, quand je suis marchand de vin, ou simplement j'achète du vin, et qu'il y a un vin qui repart à fond en fermentation, ou qui devient imbuvable, je décroche mon téléphone et je dis, attends, il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe avec ce vin-là? Mais tu sais, Antoine, quand tu parles, ça me fait penser aux critiques, beaucoup de critiques de cinéma, en France dans les années 60, qui, quand ils voyaient les premiers films de Godard et Truffaut, la Nouvelle Vague,
disais, mais c'est pas du cinéma, ça. Il y a pas... C'est où la narration? L'histoire est partie, c'est mal filmé parce que la caméra bouge, ça j'ai entendu aussi depuis. Et en fait, je pense que... Là, je parle de choses... Attends, oui, pardon, je laisse terminer. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire de la production, de l'artisanat, que ce soit l'art plastique, le cinéma, ou de l'artisanat en travaillant le cuir ou en travaillant la vigne, on parle de l'artisanat, quand il y a eu des innovations, à chaque moment, historiquement, la majorité des gens, la voix la plus forte, la voix qui représente le pouvoir, a toujours crié au scandale. Il a dit « ça ne va pas, c'est mal fait, ça ne correspond pas ». Et je pense qu'on vit ça de manière vraiment assez violente et agressive, surtout puisque depuis quelques années que le vin naturel commence à grignoter à la seule chose qui reste sacrée dans ce monde, c'est-à-dire le marché, l'argent. Et peu à peu qu'il y a au Japon aujourd'hui, je pense, une quinzaine d'importateurs exclusivement de vin naturel, ça commence à faire une différence. Et je pense que là, il y a un trouble important. Mais je suis d'accord. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de faire fausse route. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vinifient mal. Je suis en rôle de critique. Je veux dire que tout n'est pas parfait. Je dis simplement que... Mais personne ne dit ça. Non, mais mon rôle de critique, il est quand même de... C'est l'inverse. Il y a des gens qui mettent... Je regardais les prix, là, vous êtes à peu près tous dans les prix de 7,50 €, 8 €. Ça fait quand même un certain prix de acheter 12 ou 24 bouteilles. Et je pense que de toute manière, vous en êtes totalement conscient. Quand un vigneron met une bouteille, il faut savoir que la bouteille, une fois qu'elle est bouchée, c'est encore mieux en tant que créateur d'œuvres plastiques, elle ne t'appartient plus. La bouteille, c'est le consommateur qui la prend et qui se l'approprie. Quand elle est bonne, il va dire à ses copains, t'as vu mon vin comme il est bon. C'est ça qui est génial dans le vin, c'est ce qu'on réussit à partager. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut le dire. Et qu'il y a certaines choses à un moment donné, moi je suis très dur avec... les vins dits normés, parce qu'on pourrait faire le même débat en inversant le problème. Et je pourrais me retrouver avec les plus grands coopérateurs de France là, et je leur dirais que je jette à la poubelle 80% des vins que je goûte, qui sont issus de leur cuve. Et je le dis, et je rame par rapport à ça. Maintenant, je vais aller encore plus loin, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans les vins nature, dans ce qui se réapproprie la vie du vin. Il se réapproprie ce plaisir que j'ai eu les premiers émois quand tu mets la pipette dans la cave des vignerons. Là, on débarque, on est en février, et puis on sort un jus, et tout, c'est là. Si au bout de la chaîne, l'amateur de vin pouvait avoir ce même bonheur. C'est ça le vin nature, quelque part. C'est essayer de transporter ça. Donc, mais avec une limite. La limite, on la connaît. La limite, c'est quoi, que... la limite ? La limite, c'est que la transformation naturelle du raisin fermenté et non tenu, c'est le vinaigre. Que la destination de la vigne, c'est de ramper, c'est de polliniser, mais c'est pas de faire des fûts transformés. Donc l'homme est totalement au milieu. C'est l'homme qui doit tout maîtriser. Et en faisant des vins naturels, c'est laisser effectivement la part naturelle de la fermentation aller au bout, mais avec une matière d'une force énorme, beaucoup plus forte et beaucoup plus structurée que tous les vins dits normaux, parce qu'on leur demande beaucoup moins qu'aux vins nature. Et qu'en demandant autant à ces vins nature, ça veut dire qu'il faut, pour moi, c'est pour ça que c'est fondamental. On revient à une viticulture biblique, dans le sens où très peu de raisins, mais les plus beaux raisins destinés à la cuve, parce qu'avant on le mangeait le raisin, on ne le destinait pas, les plus beaux pour la cuve, et puis après une énorme attention dans tout le suivi du travail dans la cave et dans la vinification. Mais moi je suis des fois dur, parce que j'en ai envie, parce que j'ai des émotions très fortes. Parlons de défauts. Est-ce que pour toi, dans ta constatation du mouvement des vins naturels, extrêmement hétéroclite, on est d'accord, je pense qu'on est d'accord, ils ne se ressemblent pas, est-ce que tu trouves plus de défauts que dans des vins dits conventionnels, de qualité? Non, très honnêtement, non. Je le dis honnêtement, non, mais là on est en train de parler, on parle d'un tout petit îlot face au reste de la planète. Hein. C'est pour ça que moi aussi je suis très circonspect, dans ce sens-là c'est mieux, circonspect sur le bruit, effectivement, la caisse de résonance.
Alors moi, j'ai une autre analyse sur la caisse de résonance, c'est que vous parlez, en tant que vigneron nature, à une nouvelle génération. Il y a beaucoup de gens, d'amateurs qui ont 20 ou 30 ans, pas de culture du vin, mais qui ont rencontré vos vins dans des lieux qui leur sont totalement destinés. Ils se sont appropriés, ils appartiennent complètement aux réseaux sociaux aujourd'hui. Quand ils parlent, ils échangent, leur coup de cœur, ça fait énormément de bruit. Et qu'ils ont, du coup, commencé à parler fort de vos vins, alors que dans les réseaux dits traditionnels, on va dire, bon, la Revue du Vin de France ou les guides et tout, il y a quelques-uns qui étaient là, mais très très peu comparé à ce que cette caisse de résonance Internet fonctionnait. Est-ce que tu penses en fait que si beaucoup de jeunes, en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent pour la première fois au vin, mais ce que moi je note, et j'ai noté ça au Brésil où j'habitais avant, à Rome où j'habite aujourd'hui, comme à Paris et à New York, il y a énormément de jeunes qui ont 30-40 ans, 25 ans même, qui ont en fait une énorme expérience avec le vin et qui sont lassés de la manière d'abord des vins qu'ils buvaient et ensuite de la manière dont on parlait. Parce que tout ce discours des guides, des critiques, c'est que, excuse-moi, mais en note sur 20, en note sur 100, pour moi, c'est de la folie, il n'y a aucune différence. J'assume, on est en train je peux de vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, comme pour quelques autres amateurs de vin, un vin est une chose vivante qui est l'expression d'être humain et d'un lieu. Et du coup, pour moi, je sais que quand je vois un vin noté, je suis insulté. Pour moi, c'est une offense. Parce que moi qui est cinéaste, je sais que, et mon Dieu, combien de critiques de cinéma j'ai vu, qui pour noter un de mes films, au lieu d'aller le voir en salle, d'aller à une projection de presse où c'est projeté, ils peuvent dire ce qu'ils veulent après, mais au moins ils prennent le temps de le voir comme c'est proposé au public. Et pourtant, beaucoup de critiques de cinéma, pour moi c'est un acte de cynisme impardonnable. Il prend un DVD qui n'est pas un DVD même fini après la sortie du film, il le voit rapidement souvent parce qu'ils ont 4 films à voir ce jour-là pour rendre des critiques, ça aussi c'est un problème du journalisme aujourd'hui. Après, que quelqu'un n'aime pas mon film, c'est très bien, mais qu'il regarde, s'ils vont le noter en public, qu'il le voit du début à la fin. La même chose pour un vin. Je suis scandalisé par les critiques qui vont dans une dégustation et ils vont déguster une cinquantaine, voire parfois une centaine de vins dans la même journée. Plus même. C'est de la folie. Un vin, même le vin le plus humble, c'est quelque chose à contempler, au moins à travers une demi-heure avec une bouteille et avec un palais. Sinon, quelqu'un qui se décarcasse pendant 1 an pour faire un travail, dans le cinéma, c'est souvent, dans mon cas, 4-5 ans, c'est une absurdité. Donc l'idée de noter est une offense à la proposition d'un partage, d'un produit de plaisir, un produit culturel. Toi, Thierry, qui est vigneron, comment tu vis ça? J'ai écrit ça il n'y a pas longtemps pour un blogueur là, qui me posait la question. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, en fait, je pense mon avis est très proche de celui de Jonathan, c'est-à-dire en ce sens que je n'envoie plus d'échantillons aux appels à échantillons de la plupart des revues, parce qu'on sait que nos vins vont être dégustés en ligne et que, à mon sens, un vin mérite un petit peu plus d'attention que ça, que d'être goûté dans une série de 50 et qu'on a fait l'expérience maintes fois. On sait très bien, même sur une série de 10 vins, par exemple, qu'on va goûter en ligne, notre cerveau a tendance à toujours quantifier du moins en plus. Donc ça veut dire qu'on va passer à côté du détail et de la finesse d'un vin, par exemple, pour quantifier du moins tannique au plus tannique, du moins sucré au plus sucré. Ça c'est notre cerveau qui fait ça. Hein, voilà. Et au-delà de ça, si on reprend ces 10 mêmes vins et qu'on change complètement l'ordre de dégustation, on ne va pas tomber du tout sur les mêmes notes. Donc voilà, moi, à mon sens, c'est assez prétentieux de déguster en ligne et de donner un avis définitif sur les choses. Moi, j'ai pas envie que mes vins soient confrontés à ça, donc je n'envoie plus d'échantillons à ces dégustations-là. Maintenant, ça sert au marché, des vins de supermarché, je présume. Non, excusez-moi, parce que là c'est le cœur de mon métier, donc il faut que je vous explique. D'abord, pas vous convaincre, ça c'est autre chose.
vous êtes des enfants gâtés. Ouais. Vous êtes des putains d'enfants gâtés. Parce que vous avez les réseaux, vous connaissez le vigneron, vous savez quoi acheter, il y a un tel qui vous accompagne, mais il y a des milliers de personnes, et je ne veux pas du coup faire jouer dans le misérabilisme, mais il y a des milliers de personnes qui n'ont pas d'avis sur le vin et qui rêvent d'en avoir. Moi, ce que je me vois dans ce travail, donc il faut goûter beaucoup de vin. Si vous goûtez les 15 vins des copains ou les 15 vins de réseau, mais vous ne faites pas un métier de critique. Vous parlez des vins des copains, ce qui est très sympa. Mais un métier de critique, c'est quoi? C'est être un juge de goûter le plus mathématique. C'est de tout goûter. Pourquoi? Je vais regarder qu'un film et je vais dire, ton dernier film, il est génial. Et tu vas me demander, est-ce que je vous écoute? Je vais regarder qu'un film et je vais juste dire, oh, ton film est génial. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu as vu comme film récemment? Ah bah, je crois que c'est le premier que j'ai vu ou peut-être le troisième en 15 ans. Non, mais mais c'est ça, le rôle du critique, il est là. Il faut qu'il brasse l'ensemble d'une production pour à un moment donné dire. Pour le rôle de critique. Pour dire à un moment donné. Et apporter un esprit critique est nécessaire. Le consommateur, et j'aime le mot de consommateur, même si c'est un gros mot. C'est comment c'est fait, c'est tout. C'est des gens qui, à un moment donné, il faut les guider. Je les guide. Et après, ils se font leur goût. OK? Je suis un provocateur. Est-ce que vous êtes sûr? Non, tout le monde entend. Ça va? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas d'avis sur les goûts qu'ils ont? Vous venez de dire ça à l'instant. Il y a une majorité qui n'en ont pas, et une majorité de gens qui veulent des informations, des indications. Moi, c'est simplement comme ça. Je ne dis pas, toi, peuple qui ne connais rien, achète le grand vin. Je te dis, c'est pas ça que je dis. Non, mais si, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui dévient quand même assez fortement par rapport à du pouvoir, à l'orientation des masses et tout ça. Il faut arrêter. Nous, on est simplement là pour goûter effectivement beaucoup, trop. Ta question. Tu es d'accord? Mais bien sûr, trop. Je rêverais de goûter 2 fois moins de vin. Mais pourquoi tu le fais pas? Mais parce que il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est un peu mon aîné, qui s'appelle Jacques Dupont, qui est journaliste au Point. Et je l'ai connu il y a très longtemps, il commençait, il était dans la radio libre, et avec un associé à lui, qui est aujourd'hui malheureusement disparu. Et ils partaient des mois entiers, tous les deux, goûter, s'immerger dans les vignobles. Ouais. Et un jour, on les a vus beaucoup, voilà, on a rencontré Pierre Crisol, cherchait son Pierre Crisol. Et Pierre Crisol, qui était un type génial, il me dit, tu sais, dans le vin, quand tu goûtes, moi ça fait pas longtemps, mais j'ai appris une chose. Il n'y a pas de qualité s'il n'y a pas de quantité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment brasser beaucoup de vin, en goûter énormément, les nuances, parce que là on parle des problèmes que ça engendre d'en goûter beaucoup, mais ça donne aussi des choses géniales. Moi je commence à voir un petit peu que sur Cheverny, il y a un paquet de terroirs différents, que les gars, dès qu'ils commencent à isoler, ça donne un truc particulier. Je pourrais dire la même chose sur les Touraines et tout ça, mais c'est ça l'idée de goûter beaucoup. Goûter beaucoup, c'est aussi se nourrir beaucoup, s'informer, se cultiver. Alors bien évidemment, il y a de l'abattage. Nous, en contrepartie, on le fait gratuitement, un peu sur notre physique, parce qu'en plus, c'est très fatigant de goûter. Moi, je me limite aujourd'hui à 110, 120 vins par jour dans ces dégustations-là. Pour la Revue du Vin de France. Ouais. Mais je ne suis pas à la Revue du Vin de France, hein. Il y a plein de collaborateurs aussi. Donc 110, 120 vins par jour, c'est beaucoup. Je suis mort le soir. Mais j'ai donc beaucoup de déchets, mais j'ai aussi beaucoup de qualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques vignerons qui peuvent... à l'aveugle, encore une fois, je goûte à l'aveugle. Ça aussi, c'est très important. Goûter à l'aveugle, il y a des gens qui sont contre. Moi, je suis totalement pour. Parce que quand tu goûtes à l'aveugle et tu sors un vin, tu dis ça, c'est bon. Tu dis, mais c'est qui ce gars-là? J'en ai jamais entendu parler. Non, c'est pas mal. Ouais, tu décroches le téléphone. Il y a un importateur américain, Kermit Lynch, qui disait que le rapport entre la dégustation à l'aveugle au vin, c'est comme le rapport entre l'amour et la striptease. Terminé, t'as envie de tomber amoureux d'une fille dans le noir sans... Je sais pas. Tu tombes pas amoureux, mais il n'est pas question d'amour là, il est question de... voilà. Mais non, mais bien sûr, tu sais que je recrache tous les vins en dégustation. Je suis désolé, je vide pas toutes les bouteilles. Je viens t'apprendre quelque chose. Tu recraches les baisers aussi. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est de la dégustation, mais on parle pas. Après, on parle de la même chose. C'est comment goûter les vins et parler des vins aujourd'hui dans le monde. Ce sera un autre débat.
Tu vois, c'est comment découvrir des gens, parce qu'une fois, vous imaginez que là, vous êtes un groupe, là, et peut-être vous pouvez accueillir encore, et je vous le souhaite, plein de vignerons, que la Touraine se bien. Mais à un moment donné, il y aura un numerus clausus, et vous serez bien content qu'on ne parle pas des voisins. Enfin, en tout cas, pas bien content, mais ce que je veux dire, vous défendrez des territoires, de business. Vous avez du vin à vendre, il faut le sortir tous les ans. Et ben Alors l'histoire et le critique, et justement, moi j'arrive, quand je goûte, très honnêtement, je ne sais rien de tout ça. Et il y a des gars, je dis, bah, ce gars-là, c'est vachement bon, et j'en parle. D'accord. Mais j'en parle, et ça fait du mal aux voisins, quelque part, parce que c'est toujours un peu des bouteilles de moins vendues chez le voisin. Non, mais si on se place complètement... L'histoire prouve le contraire. Hein. Notre histoire prouve exactement le contraire. C'est-à-dire que de 4 ou 5, il y a une dizaine d'années, à 25 aujourd'hui, dans ce petit groupe, ça n'a fait diminuer les ventes de personnes, bien au contraire. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ça crée aussi l'augmentation on a déjà dit ça hier, mais c'est quand même vachement important. L'augmentation des vignerons dans ce milieu suscite de nouvelles vocations, de producteurs, mais aussi de distributeurs et donc de consommateurs. Et en fait, cette espèce de... Parce que vous renouvelez la norme et qu'il y a une vraie attente de ça. Mais cette espèce de bouillon de culture sort complètement des schémas concurrentiels classiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout concurrentiel. On a plein de clients en commun qu'on partage volontiers. On ne s'est jamais retrouvé dans cette situation où le fait qu'on soit 10 dans une toute petite zone à faire le même genre de production, moi, n'a pas fait baisser mes ventes, au contraire. Ça a augmenté le nombre de mes clients potentiels. Et bizarrement, ça revient à l'idée que le vin est une chose fédératrice. Notion très étrange dans un monde qui cherche à tout prix à nous atomiser, à nous rendre des individus perdus, sans lien. Et je trouve ça... Et je vois ça, ce que tu décris, Thierry, je le vois en Italie. Ce que je raconte là, si tu veux, nos potes du Beaujolais racontent exactement la même chose, ceux de la vallée du Rhône aussi. Enfin, c'est un fait. C'est un fait. Oui. Non, mais moi, je pense qu'il y a une vraie attente dans votre démarche. Déjà, il faut que les vins plaisent. Je pense que les gens ne vous achètent pas du vin pour vous faire plaisir. Évidemment. C'est qu'ils les consomment. Et que tout à l'heure, Jonathan a parlé de gens qui ont une très bonne culture de vin. Je pense, oui, tout à fait, qu'il y a un cycle. On peut avoir goûté aujourd'hui beaucoup de vins et ne plus supporter certains vins qui sont produits, qui sont pourtant des icônes dans le marché. Je suis bien placé pour le savoir. Je goûte régulièrement une partie de Bordeaux. J'ai mis en merde. Je leur dis, je le dis en public. Il y a un format de vin que je trouve totalement... qui a écrasé tout. Je veux dire, écrasé la vie, tout ça. La chance qu'on a dans le monde du vin, c'est que déjà, voilà, on voit qu'il y a des mouvements, que les gens se prennent en charge, qu'il y a une récolte seulement par an, et qu'on peut considérer que très rapidement, qu'on est dans ce milieu-là, que la vie passe très vite, hein, que vous allez signer au mieux 40, je vous le souhaite, 40 millésimes, mais ça va quand même super vite, et que je pense que je pense que la génération d'avant, on avait un peu moins conscience qu'il fallait faire tourner la boîte, il fallait faire vivre l'exploitation, et qu'aujourd'hui, les gens qui ont choisi de rester dans la viticulture ou qui y arrivent ont un peu plus conscience de ça et qui ont un peu plus envie le mot est un peu prétentieux, mais faire une œuvre, entre guillemets, enfin, d'être un peu plus impliqué personnellement dans ces vins. Et je pense qu'aujourd'hui, je croise beaucoup de jeunes vignerons qui sont peut-être bien nés à Bordeaux ou en Bourgogne et tout, qui regardent vraiment avec envie, et je pense que beaucoup vont sûrement passer le pas, de changer complètement la viticulture de leurs parents pour venir à quelque chose de beaucoup plus... la tendance actuelle naturelle. Bon, et je ne suis pas là pour dire que des bonnes choses. Je termine juste un truc, c'est qu'au niveau des défauts, je soulève quand même aussi un truc, c'est que faut faire attention dans les normes de production. Je suis un fan de vendanges entières, tout simplement parce que mes plus grandes émotions de Pinot Noir, je les ai connues avec des vendanges entières, mais je sais aussi qu'il y a une normalisation de travail sur ces vins qui, des fois, pour moi, frôle un peu les défauts. Ça normalise un tout petit peu. Alors, tout petit peu, parce que pourquoi? Et c'est pas la démarche qui me gêne, c'est le manque de travail dans l'affinage du vin. C'est-à-dire qu'il y a des vins, et je ne dis pas qu'il faut fabriquer des petits monstres avec 48 mois d'élevage, c'est pas ça, mais il y a des vins qui manquent des fois d'une touche, et du coup, c'est pas pour plaire au marché, c'est juste pour que le discours et l'expression soient plus justes.
Et je trouve que dans certaines vinifications, on a ça, on manque. Alors, parce que aussi les vins doivent être sortis tôt, il y a aussi ça. Vous avez des contraintes économiques souvent dans vos entreprises. Il faut vivre, il faut sortir les bouteilles. Non, mais juste, après je vous écoute complètement. Un peu parler. Voilà, c'était pour relancer sur les défauts. Donc, une précision, ce que vous appelez la culture du vin. Avoir la culture du vin, c'est quoi pour vous? Boire du vin. En avoir l'usage. Pour moi, très honnêtement, c'est l'usage. C'est l'usage et la variété, je combine. J'essaie d'être un amateur de vin, enfin, de développer les qualités gustatives. Le reste, savoir que ça a été fait en 1850, je m'en fous complètement. Et pour répondre à votre métier, moi ce qui m'intéresse, c'est Moi ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer un vigneron, de goûter ses vins, je les achète parce qu'ils me plaisent, et je me fous totalement des revues en disant ça c'est très bien, parce que j'achète que des vins qui me plaisent. Bah, j'espère. J'espère. Mais tu sais, c'est pas bien. Moi, il me plaît et je l'achète. Et je suis désolé de votre métier, mais pourtant je suis un métier de critique dans un autre domaine, c'est le cinéma. Et je me fous complètement de ce que peut dire quel Vous ne voyez pas les films en DVD. Je vais régulièrement au cinéma, si ça peut vous rassurer, je ne regarde jamais les critiques de cinéma. Hein. J'ai un cinéma en bas de chez moi, je regarde ce qu'il y a et j'y vais. Et des fois, par contre, je me dis des fois... La prochaine fois, il va faire un débat. Et la prochaine fois, par contre, la prochaine, et ça m'arrive quand même, on va dire, pas une fois sur deux, mais une fois sur trois, quand je vais au cinéma, je me dis, putain, t'aurais mieux fait de lire des fois les critiques. Et Simon, je pense que tu as Je pense que dans le vin, c'est un peu la même chose. Simon? Mais goûter le vin, vous avez raison, goûter le vin avant de l'acheter, mais c'est primordial. Mais rencontrer le vigneron, c'est important. Ah ben c'est autre chose. Bien sûr, mais là, vous participez. Là c'est plus que culturel. Là, vous faites partie des 5%. Ils sont 5% de gens qui vont acheter pour rencontrer le vigneron. Mais 5% quand même, notés sur 20. Et il faut savoir que 18% des achats en France se font en direct à la propriété, qui est un chiffre supérieur à celui des cavistes. Hein. On vend plus de vin en direct à la propriété encore aujourd'hui. On est très loin de la discussion sur les défauts. Donc moi j'aimerais bien le replacer. Simon Thierry, on se connaît depuis un bout de temps. Vous le connaissez tous, c'est un garçon charmant quand même. On fait des fins de soirée plutôt sympas avec lui. Mais quand je vois sa bouteille, je ne veux pas savoir que c'est le vin de Thierry. Je ne veux pas. Parce qu'il y a trop de choses dans son nom, dans cette étiquette. Donc c'est pour ça que je défends la dégustation à l'aveugle, surtout pour les gens qui ont un peu de bouteille. Voyez. Et après, bon, moi ce que je veux, c'est que monsieur, bien évidemment qu'il faut goûter, bien évidemment qu'il faut acheter. Moi, c'est ce que je rêve de ça. Je rêve d'être entouré de gens. Quand vous faites un commentaire de dégustation avec vos mots, avec vos trucs, vous avez qu'une envie, c'est que quelqu'un vous dise « Ah ben j'ai goûté, mais c'est pas du tout ça, moi j'ai pas trouvé ça. » Ou au contraire, dire « Ah ben ça c'est assez juste, hein, je m'y retrouve. » Moi ça me suffit. Hein. Ça me suffit. Par contre, le type qui va acheter la bouteille, il va acheter la caisse, qui va la mettre dans sa cave et puis attendre que son patron ou ses potes viennent pour l'ouvrir et puis leur demander « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon, ce sont les marchés qui sont comme ça. Mais Antoine, en réfléchissant à la question de Simon, même si on est très loin de la proposition du débat, mais bon, ça n'a pas d'importance, sauf que ceux qui considèrent que être critique est un défaut, donc dans ce cas-là, on reste dans le débat. Mais je trouve très intéressante la question aussi, parce que moi, je vais regretter le jour où des gens comme Jacques Dupont, comme vous, qui ont une grande culture du vin, qui n'est pas simplement une expérience de déguster des vins, mais d'avoir beaucoup lu, beaucoup étudié. Et ça, c'est une culture qui peut être partagée et devrait être partagée avec les gens. Moi, j'en vois plein qui sont excités par ce métier. Pardon, excuse-moi, mais... Non, ça va. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de trouver un moyen de maintenir un dialogue. Je suis, malgré des choses que je dis, je ne suis pas du tout contre l'esprit critique, l'activité critique. Tout l'inverse. L'art et l'artisanat n'existent pas s'il n'y a pas de critique. Donc, moi, comme cinéaste, je ne souhaite qu'une culture de critique extrêmement engagée. Mais la question après, c'est les modes changent, la vie change. Et aujourd'hui, avec une rapidité que, je pense, ça c'est la seule chose nouvelle dans notre monde, c'est la rapidité, c'est la vélocité des changements. Du coup, on est
pour des gens qui ont une culture amenée peut-être d'une autre génération, d'une autre époque, et déjà tu es jeune, mais tu fais partie déjà d'une autre culture. Donc la question, comment s'adapter et comment apporter ce que tu connais, ce que tu as vécu, ce que tu peux partager, qui est accessible dans le sens pas vulgaire, mais dans le sens noble, pour la plupart des gens. Et moi, je me pose une question sur cette folie. J'ai fait pendant une trentaine d'années de parlement dans au moins 10 pays, j'ai fait des dégustations avec 200 vins, etc. Je connais tout ça. Depuis un bon moment, je fais ça, je ne le fais plus. Et parce que j'ai compris quelque chose, du moins pour moi, mais je pense que pour la plupart des êtres humains, étant des gens défectueux intrinsèquement, il n'y a pas de jugement critique intelligent et informé qui est possible en dégustant des centaines de vins, même des trentaines de vins dans la même journée. Tout simplement au niveau des papilles, et des papilles qui sont vivants, pas des papilles qui enregistrent, mais des papilles qui réagissent avec de l'émotion, avec toute cette intelligence et cette culture. Donc, serait-il possible peut-être de ralentir la boulimie de quantité, d'apporter cette culture qui est précieuse à travers d'autres moyens d'appréhender le vin et de faire un lien, surtout la chose la plus importante, entre le travail de vigneron et un public général. Ça, c'est un combat noble. Oui. Tout à l'heure, j'écoute, moi, je rejoins sur certains points. En tant que vigneron, je trouve que ça me dessert aussi de, effectivement, proposer des vins qui parfois peuvent être ratés ou pas aboutis. Parce qu'on est toujours confronté à ça avec des raisons économiques, etc. Et nous, notre truc, c'est quand même, et notre volonté profonde, c'est d'aboutir le vin dans son cheminement de la façon la plus aboutie possible, si tu veux. Et des fois, on rate. Et c'est important de pouvoir reconnaître aussi qu'on rate. Tu vois? Et quand on rate, c'est bien aussi de pouvoir dire, toi, je t'abandonne et je te dis, tant pis, c'était du travail derrière, de l'argent, mais ce que tu me racontes aujourd'hui et là où tu es arrivé, moi, ça ne me satisfait pas. J'ai pas envie de te proposer, t'en fais parler de toi, quoi. Donc je te dis salut. C'est pas évident comme démarche, parce que quand on est en nature, on peut perdre des cuvées, on peut perdre de l'argent, on est toujours sur le fil, tu vois. Le vin nature, le vin naturel, c'est toujours sur le fil, on est avec du vivant, etc. Pouvoir faire ça, je pense que c'est vraiment la finalité du truc. Si on ne le fait pas, on se pend un peu aussi. Et en l'occurrence, il est évident que parfois on voit on déguste des vins nature ou pas, qui sont pas bons. Et c'est dommage de les avoir dans un verre. Voilà. C'est dommage de les avoir mis en bouteille, je suis d'accord avec toi. Oui, alors là, je peux vous dire, je suis bluffé. Non, mais non, c'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi je suis bluffé. Parce que vous vous interdisez de corriger vos erreurs. Or, aujourd'hui, ce qui se passe dans la viticulture qu'on appelle conventionnelle, traditionnelle ou je sais pas quoi, vous avez toujours un marchand ou toujours un conseil qui va vous corriger. Vous savez très bien que... Mais voilà. Non, mais allez. Mais ça, le consommateur, il faut continuer, ça va être long, il faut militer pour ça. Mais dire que... Ça veut dire que dans l'exigence, à la limite, on est prêt à sacrifier un peu, quoi. Oui, mais... C'est un sacré bordel, hein. Il faut quand même faire attention aussi à pas aller trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le consommateur aujourd'hui, il est prêt à entendre ça. Il est prêt à dire, on m'a pas tout fourgué, on m'a pas tout donné. C'est des choses pour moi, ça justifie un prix. Quand les gens me disent, quand j'entends des espèces de logorées en disant le vin bio, ah bah oui, c'est 20% plus cher. Mon œil, j'en connais des vignerons bio, ils me racontent n'importe quoi. Non mais d'accord, mais je veux dire, aujourd'hui il y a des process quand les prix ont pris plus de 20% comme ces dernières années, il y a quand même quelque chose de pas tout à fait cohérent. Mais la cohérence, elle est dans ce que vous dites, c'est que pour faire à un moment donné quelque chose de très juste sur le fil, on en perd.
à moins aussi d'avoir aussi, il y a certains terroirs, c'est ça que vous vous rendez compte aujourd'hui dans votre démarche, et moi c'est ce qui me passionne dans la démarche des vins nature, c'est de voir comment la réaction des terroirs, il y a des terroirs qui vont vous donner des vins qui vont avoir un vivant extraordinaire et une résistance, et puis il y a des terroirs qui vont vous passer tout en permanence entre les mains, oui, et ça on met du temps à le maîtriser. Faut pas non plus mettre de côté l'histoire viticole des parcelles, c'est-à-dire qu'en général quand on débute dans la nature, la plupart d'entre nous, on n'a pas la chance de reprendre des vignes qui sont bio depuis 10 ou 15 ans, mais on reprend des vignes conventionnelles, et donc on s'expose à un tas de soucis qui sont intimement liés à l'état des sols de ces vignes-là, et donc les premières années, on met quand même plus de vin au caniveau que 15 ans après, quoi, si tu veux dire. Oui. Bon, il y a sûrement une compréhension des choses, une accumulation d'expérience qui fait qu'on fait moins de conneries, mais il y a aussi cet aspect qui est quand même fondamental, c'est que faire du vin sans filet, ça ne marche qu'avec des raisins qui sont irréprochables. Et des raisins irréprochables, ça ne se fait pas en claquant du doigt. Des parcelles, parfois il leur faut 10 ans pour devenir des parcelles dignes de ce nom. Donc voilà. Ça explique la difficulté de ce métier, mais en particulier quand on est jeune vigneron. Oui. C'est pour tomber sur quelque chose effectivement sur lequel. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis, aussi qui me ramène évidemment à mon métier. En fait, moi je constate qu'à l'inverse de votre métier, où aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de vignerons qui prenaient autant de risques comme tu le décris, à l'inverse, dans mon métier, je pense que certaines régions. Oui, bien sûr. Dans beaucoup de régions, dans les deux pays les plus importants historiquement dans la production du vin, du sud de la Sicile jusqu'au Friuli en Italie, et je suis désolé, de Collioure jusqu'à Champagne, en France aussi. Moi, je connais, à part Bordeaux, et même à Bordeaux, il y a quelques-uns, je pense que toutes les régions, il y a aujourd'hui une prise de conscience qui est vraiment au niveau de miracle. Et surtout, et ça, à l'inverse, hélas, dans mon métier, peut-être que je me trompe, mais je vois une espèce de orwellisation terrible. Bon, en fait, c'est plutôt comme Huxley, le meilleur des mondes. Dans le métier du cinéma, il y a une espèce de autocensure aujourd'hui qui est catastrophique. Parce que le cinéma a toujours servi, oui, pour apporter du plaisir, mais aussi comme acte de contestation. Et là, je parle de Orson Welles jusqu'à Fellini. Ça présuppose des gens qui sont prêts à courir des risques et économiques, comme tu dis, mais aussi humaines, spirituelles, affectives. C'est énorme dans une société aussi, et c'est pareil en France, en Italie, aux États-Unis, au Brésil, disons les 4 pays que je connais le mieux. La culture est devenue homogène, la culture politique et la culture sociale. L'idée de courir des risques, des sacrifices économiques pour des convictions, vous êtes juste en dehors de l'ère du temps. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a énormément de gens, et surtout des jeunes, qui sont très sensibles à ces actes. Et peut-être qu'ils sont tolérants de l'idée aussi de défauts, de cuvées défectives, comme défectueuses, comme il y avait une certaine culture de cinéma dans les années 70 notamment. Arrive un Cassavetes, un nouveau Scorsese, un nouveau Pasolini, où techniquement il y a des défauts selon les normes de l'industrie, mais où il y a une espèce de prise de risque qui est un acte libérateur, non simplement pour celui qui le fait, mais pour celui qui le reçoit. Et ça, je pense que le succès de ces vins, et j'ai vu, il y a des bars à vin à Rome qui sont bourrés de jeunes, plein de jeunes, et même à São Paulo, ça commence. C'est extraordinaire de voir des jeunes parce qu'ils sont peut-être plus sensibles à une énergie qui est libre, et ils reconnaissent la valeur. Et du coup, peut-être que c'est pas pour excuser des vins qu'on n'aime pas. Et après, il faut faire attention que des jeunes qui commencent à faire la culture du vin qu'avec des vins nature, que le défaut ne soit pas la référence. Il faut faire attention à ça. Ça arrive, on rencontre ça de temps en temps des gens des bistrots, des endroits où on va boire que des vins barrés. Oui, mais quelle importance. Mais ils vont s'ils continuent, je pense que tu as raison, mais avec des gens derrière les comptoirs qui défendent que des vins comme ça.
avec des gens derrière les comptoirs de ces bistrots-là qui défendent que des vins avec beaucoup de volatiles, avec des problèmes bactériens, mais non, c'est pas grave, ça va passer, c'est parce que c'est naturel que c'est comme ça. Non, mais attendez voir, s'il vous plaît. Moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Christophe là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quand même la responsabilité de ce qu'on met en bouteille, Oui. et on prend des risques, on est sur le fil, on s'approche du précipice, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et on a quand même la responsabilité d'envoyer du vin à la fin. Mais c'est là où vous devez voir entre vous. Il y a des trucs effectivement qui ne méritent pas les bouteilles. C'est des jeunes de 25-30 ans qui n'ont toujours bu que ça. Mais assez peu, Que ça. globalement. Et C'est quand même assez quand peu. il y a des défauts, moi qui me paraissent évidents, pas la réduction, mais des grosses volatiles, moi ça ne me dérange pas jusqu'à un certain moment, mais après c'est compliqué. Quel est le problème? Quel est le problème? Il ne faut pas que ce soit trop haut, Michel. Non, c'est quoi le trop? Le défaut, c'est quoi le trop? Quand ça gêne la dégustation du vin, ou ne serait-ce que la buvabilité du vin. C'est notre norme à tous. C'est la norme qu'on s'impose. Non, moi c'est mon corps qui s'arrête. Quel est le problème? Quel est le problème si en face de vous, il y a des gens qui acceptent ce défaut-là? Quel est le problème? Je dis, quel est le problème si en face de vous, vous avez quelqu'un qui accepte ce défaut-là, justement, qui aime ce défaut-là? Quel est le problème? En quoi, Le problème, c'est de pas rouler les gens. en quoi la volatile a-t-elle gêné hygiéniquement la santé des humains? Aucun. Quel est le problème? Non, mais monsieur le citaire, je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais une provocation, j'en avais plein d'autres, j'ai pas... Non, mais... Faut pas que ça soit un débat... Un micro, s'il vous plaît. Quelqu'un a un micro à parler? Non, mais... Moi, je l'entends bien. Faut pas que ça soit un débat pour ou contre la revue de Vin de France ou M. Gerbel. Simplement, c'est que je trouve intéressant. Oui. Il a bien dit, c'est un citoyen, un amateur de vin comme nous. Voilà. Je trouve intéressant de poser le... Je trouve intéressant, je sais pas si on m'entend là. Oui, c'est pas allumé, pourtant j'avais l'impression. Je trouve intéressant de poser le problème de cette question-là, mais c'est drôle, parce que moi le premier, à chaque fois on dit à la fois il faut accepter certains défauts, c'est intéressant de faire justement le parallèle avec le cinéma. Non. Oui. En fait, ça ne marche pas, il faut que tu te parles un peu plus fort, Michel, si tu veux bien. C'est bon là? Non. Michel, parle plus fort. Je parle plus fort là. Oui, c'est bon. Les poumons. Ah oui, c'est difficile pour moi les poumons. Je trouve que c'est intéressant de poser le problème de cette manière-là. Parce qu'il est vraiment provocateur, c'est vrai, mais il est provocateur pour nous tous individuellement. On s'impose tous des normes. Hervé dit, moi, il y a un niveau de volatile que j'accepte pas. Je le comprends. C'est gustativement, c'est oui, je par rapport comprends. au vin. Mais en quoi? Non, ça marche pas. Michel parle fort, ça marche pas. C'est des micros pour les défauts. Ils ont des défauts, les micros. énergies qui vont pas bien avec celle du micro. C'est vrai, ça fait longtemps. Mais en quoi celui qui va aimer ça, c'est dérangeant qu'il l'aime? Rien. Dans les films de Pasolini, qui a été très très critiqué au moment où il a sorti ses films, pour plein de raisons, Jonathan l'a vraiment bien expliqué. Je peux vous dire qu'à l'époque, ça devait être insupportable pour lui d'entendre les critiques qui se donnaient. Mais il y avait des gens... Il était un peu pervers, il se réjouissait aussi. Mais il y avait des gens qui aimaient ça quand même. Hein. Il y avait des gens qui aimaient ça. Il y avait de la place dans le monde. Et ce qui est très très fort, c'est que les gens qui aimaient ça n'ont pas baissé pavillon. Voilà. Et moi je dis que, c'est pour ça que je vous ai arrêté tout à l'heure en disant, je crois que le problème est que chacun a une éducation du goût, plus ou moins longue en culture, c'est pas ça qui est important. C'est que chacun soit conscient que son avis, c'est le meilleur avis du monde et le plus mauvais. C'est le meilleur avis du monde pour lui-même, mais le plus mauvais à partir du moment où il accepte de le partager comme je fais là. Voilà. Et c'est vachement dur. Dans le monde du vin, dans le monde du vin, comme dans tout le monde de la dégustation, on est en prise constante avec ça. Et même nous, en vin naturel, on a tendance, toujours, à poser des normes pour dire, attention, ça, là, on a dérapé. Là, on est passé à côté. Mais non, s'il y a quelqu'un en face pour accepter ce défaut-là, il faut laisser. C'est la diversité. On disait hier, il y avait un débat éminemment intéressant sur la diversité. C'est intéressant. Il faut quand même, il faut
périmé sans problème. Vous mettez sur le marché quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Monsieur a une réponse derrière. Michel, si tu as fini. Non, je n'avais pas fini. Vas-y, finis. Mais bien sûr, je pense que si n'importe quel vigneron ici ne mettra sur le marché, parce qu'il y a son nom sur l'étiquette, que ce qu'il aime, ou que ce qu'il prétend le représenter. Ça va de soi, c'est un espèce d'honneur, quelque part, donc on ne va pas faire des bêtises comme ça. Mais si chaque individu, chaque consommateur, qu'on est tous, hein, si on acceptait de revendiquer vraiment son goût, son avis, c'est-à-dire que donc, oui, ben lui, il n'aime pas ça, mais moi, je l'aime bien, ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. C'est vrai que votre métier serait peut-être mis en défaut sur certains côtés, mais on gagnerait considérablement, spirituellement, vraiment, j'y tiens, on gagnerait considérablement à accepter de ne pas être d'accord avec l'autre simplement sur un point de vue affectif. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que donc très souvent, on aime le vin parce que l'autre, juste avant, il a dit « ça c'est bon ». Mais si on acceptait de dire « mais ce vin-là, tu l'as trouvé bon, moi je ne l'aime pas, je ne vais pas te dire pourquoi, mais je l'aime pas, je ne sais pas l'expliquer, mais je l'aime pas ». C'est tout simple. Et ça fait progresser la chose. Voilà. Oui, ce que je voudrais dire, Michel, sur cette question-là, c'est que Pasolini, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient Pasolini au départ. Aujourd'hui, une majorité des gens qui s'intéressent au cinéma trouvent que c'est un des plus grands auteurs. J'irais dans le sens d'Hervé en disant que je ne suis pas sûr que la volatile qu'on n'aime pas aujourd'hui, quand elle dépasse un certain niveau, dans 20 ans, une majorité des gens qui dégustent aimeront la volatile. À ce niveau-là. Il y a des choses, les fruits crus et les fruits pourris, il y a peut-être des gens qui aiment ça. Ça ne veut pas dire que la majorité des gens vont se mettre à manger des fruits crus et des fruits pourris. Donc, il y a quand même un problème, à un moment donné, il y a un problème d'une norme qui est intrinsèque, je veux dire, à notre inconscient collectif gustatif. On va l'appeler comme ça, voilà. Et je dirais, pour dire ça, que c'est pas si grave qu'il y ait des vignerons qui soient bordeurs d'un côté ou de l'autre, et nous, dans notre carrière, je montre Thierry parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, mais dans notre carrière, on a connu des vignerons, je citerai la Bouygues, si certains se rappellent de la Bouygues, j'en citerai d'autres qui étaient des vignerons extrêmement bordeurs, comme ça, et qui, d'une certaine manière, nous ont aidés à agrandir notre espace de compréhension du vin. Donc c'est pas négligeable, c'est important, ça, bien sûr. Il faut toujours essayer de repousser les frontières. Simplement, je pense que ce qui manque, au fond, aux vignerons aujourd'hui, pour que des gens aussi divers qu'il y en a aujourd'hui, dans leur façon de faire les vins, et des gens aussi divers qu'il y en a pour le goûter, pour qu'il y ait une dynamique qui rassemble, qui unifie dans le bon sens, c'est-à-dire qui fasse que la complexité ait une dynamique, un sens qui avance. Il me semble que ce qui manque aujourd'hui beaucoup, c'est une association de vignerons. C'est-à-dire que je pense que cette façon où on a d'avoir des gens comme nous, les commerçants d'ailleurs, qui ne sont pas habitués à la lutte collective, au rassemblement et à ce que tu prônais, une certaine tolérance les uns ensemble pour avancer dans ces différences. Je pense que ça dessert terriblement les vignerons aujourd'hui et qu'il faudrait qu'on se penche enfin sérieusement, après plusieurs tentatives qui, semble-t-elle, ne sont pas arrivées au bout et risquent de ne pas y arriver encore. Il faudrait se pencher sur cette façon de se rassembler tous. Et pour le coup, là je te rejoins Michel, sans s'occuper de la qualité même du vin, mais avoir des normes de rassemblement qui sont des normes presque techniques, je dirais, quoi. Voilà, comment ça se fait, comment on avance. Après, chacun fait comme il veut dans son coin, et s'il trouve ses marchés, il les trouve. Donc il les trouve. Je partage à peu près ton avis sur le thème. Les gens sont responsables de ce qu'ils mettent en bouteille, à vrai dire. S'ils trouvent un client, pourquoi pas. Le seul truc qui est gênant là-dedans, c'est le discours récurrent qui consiste à essayer de faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire, sur des bouteilles comme ça, qui sont très très compliquées, le discours récurrent qu'on entend, c'est « ça, c'est du vrai vin ». Et si on n'est pas dans ce contexte de niveau de défaut, ça n'en est plus. Et ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, par exemple, de ne pas être capable de dire cet arôme-là, c'est une déviation levurienne, c'est des Brettanomyces. C'est pas la juste expression de mon cépage sur mon terroir, ce millésime-là. C'est juste un défaut de fermentation. Est-ce qu'on est capable de dire ça ou pas?
Et plutôt que de dire ça c'est du vrai vin, d'une pure expression du terroir. Mais en fait, tu crois, Thierry, que le fait que ce que tu dis, c'est forcément reçu intégralement par celui qui est en face? Je sais pas la manière dont c'est reçu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle là-dedans qui justifie d'en parler. Mais si vraiment... Où est la malhonnêteté intellectuelle, selon toi? Selon moi, je pense que quand on fait du vin, on sait tous ce qu'est un problème fermentaire, une déviation, qu'elle soit levurienne, bactérienne. On a tous conscience quand on a perdu un peu de précision parce qu'on a un niveau de volatile un peu plus élevé. Bon, moi, ça m'arrive régulièrement, ce genre de truc. Quand on fait sans soufre, c'est ce qui arrive. Ça arrive assez régulièrement. L'honnêteté intellectuelle consistant à essayer de se rapprocher de la juste expression de ce raisin sur ce terroir dans ce millésime. En tout cas, c'est l'idée que je me fais du vin. Peut-être qu'on ne la partage pas tous, mais je crois qu'on est à peu près tous dans ces objectifs-là. Et de ne pas essayer de faire croire aux gens que ce qui est un défaut avéré dans notre cheminement, finalement, est la juste expression du vin de cet endroit, dans ce millésime. Mais est-ce que, quand tu parles de juste expression, est-ce que chaque année, chaque terroir, chaque parcelle, pour toi, il y a un point zen où tu penses avoir exprimé? Je le découvre à chaque fois. Ce que je sais, c'est quand j'ai un début de piqûre lactique et je me retrouve avec 0,90 ou 1 gramme de volatile, je suis passé à côté de la juste expression parce que cet élément de fermentaire a gommé une partie de l'expression, ou a enlevé même totalement cette expression. Et tu fais quoi avec une cuvée comme ça? Alors si elle est très buvable et que ça sent pas la volatile, je le mets en bouteille et je le vends. Si c'est pas buvable et que ça sent le vinaigre, je le mets au caniveau. Mais si c'est même pour toi défectueux... Mais il faut que ce soit buvable pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être ça ne l'est pas pour certaines autres personnes d'ailleurs, mais si c'est buvable pour moi, je le mets en bouteille. Jonathan, jusqu'au bout de ta question. Pardon? Jusqu'au bout de ta question. Non, je comprends. Moi, je réagis, et c'est là peut-être où le vin se diverge. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles, mais je n'ai pas envie, même si j'ai beaucoup insisté depuis 2 jours sur les parallèles, ça me reconforte parce que j'ai très peu de foi dans mon métier aujourd'hui, j'ai beaucoup de foi dans le vôtre, donc il y a une compensation psychologique sûrement très malade là-dedans. Mais en fait, tous vos vins sont dégueulasses. Et, bon. mais en fait, j'ai fait un documentaire une fois avec Arthur Penn. Je ne sais pas si c'est un réalisateur que vous connaissez, qui fait Bonnie and Clyde, Night Moves. C'était un des grands réalisateurs américains des années 60-70. Et j'ai fait une journée avec lui, on discutait du métier. Et à un moment donné, il m'a dit, au fond, moi j'ai appris un truc de Elia Kazan, aussi un grand réalisateur. On the Waterfront, c'est quoi en français avec Marlon Brando. Sur les quais, avec Marlon Brando, un des plus grands réalisateurs américains, avant qu'il a balancé ses compagnons devant Mark Cartier. Même après, il continue à faire des bons films. Et il a dit qu'il a appris de Elia Kazan, parce que le cinéma, en fait, il est assez similaire à votre métier, dans la mesure où tu as énormément de choses en jeu, tu essaies de contrôler, mais en fait, tu ne contrôles rien. Il y a trop de choses en jeu au même temps, et trop de volatilité, pas dans le sens technique acide, mais dans le sens de tous les éléments qui sont en cours. Et c'est impossible pour un être humain de gérer, de régler tout ça. Et il a dit, donc, faire un film, disait ça Elia Kazan à Arthur Penn, c'est juste une série de problèmes, de désavantages. Il a dit, être un réalisateur, faire des films, c'est en profiter de tous les désavantages, de tous les erreurs, de tous les défauts, de tous les problèmes, et de les transformer, d'essayer de les transformer et en choses positives. Et pour lui, le cinéma était ça. Donc, c'est une réponse un peu oblique à ce que tu disais, et peut-être là aussi c'est une divergence entre les deux métiers.
prise en compte uniquement des défauts peut conduire parfois à une uniformisation des goûts et du coup à une nouvelle norme. Absolument. Parce que je trouve que parfois dans les vins naturels on trouve des caractères oxydatifs et pour moi les caractères oxydatifs ont tendance à gommer l'expression des terroirs, du cépage et des terroirs, enfin, l'expression réelle du vin. Donc je veux dire on va aussi, on pourrait, c'est un peu... Je pense pas que le risque soit grand, mais on peut quand même du coup aller vers une forme d'uniformisation et de normalisation, ce qui est un peu pour moi dommage. C'est sûr, sauf que ce que moi je vois de façon comme amateur extérieur à ces mouvements, je vois il y a énormément de hétérogénéité, je vois énormément de diversité. C'est pas que tout le monde fait des vins, même dans le style oxydatif, et même à l'intérieur en Italie. Il y en a beaucoup qui travaillent dans cette direction-là, mais moi je vois beaucoup de diversité, même à l'intérieur de ces gestes. Mais il y a aussi une grande... Ça, c'est aussi intimement lié à notre propre culture du vin. Moi, je constate que quand j'étais plus jeune, pour moi, un vin oxydatif était oxydatif, et donc je n'arrivais pas à goûter autre chose que l'oxydation, ça m'emmerdait. Et en vieillissant, je m'aperçois que j'arrive à trouver des nuances que je ne trouvais pas il y a 10 ou 15 ans dans l'oxydation. Et que du coup, ça devient intéressant de travailler avec l'oxydation pour développer ces nuances-là. Donc il y a aussi notre propre culture du vin qui fait qu'on accepte ou non certains défauts qui peuvent devenir des qualités. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose, c'est la nature des matières que vous travaillez, le raisin, le sol, tout ça, et que pour faire un parallèle avec ce que dit Jonathan, c'est effectivement, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, mais quand même une très belle histoire avec des bons acteurs, ça se passe quand même mieux. Et ce que je veux dire, et l'oxydation, je suis d'accord avec vous, si on déteste ça, enfin on devrait détester ça quand on aime le vin, mais quand il y a un vrai putain de cépage ou de terroir, ça peut donner une chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je pense que les défauts, c'est que ça se transforme en talent ça peut se transformer en talent, mais il faut qu'il y ait un vin derrière. Il faut qu'il y ait vraiment une matière derrière. Et ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous êtes en train de redistribuer d'une certaine manière les cartes à partir des terroirs, qui est quand même pour moi, ce qui me fascine dans le vin, c'est quand même ça. C'est quand même comment de l'autre côté de la route, on peut être aussi différent, et que même après avoir fait passer tous les géologues ou pédologues de la Terre, ils ne savent toujours pas vraiment vous l'expliquer. Mais bien évidemment, moi je pense que ne pas être contre l'oxydation quand on ne veut pas faire d'oxydatif, encore une fois, c'est quand même une manière. Mais on peut aussi, son goût peut évoluer. Moi, mon goût a effectivement aussi énormément évolué sur l'oxydatif en rencontrant des grands vins oxydatifs. Et je referme juste une parenthèse. Il y a des régions où c'est le cas, absolument. C'est le type du vin. Oui, mais par exemple, si on prend la grande région qu'on connaît en France, le Jura, regarde le Jura, comment il a déviance sur les chardonnays du Jura, qui à un moment donné revient maintenant, mais quand même il y avait le goût de jaune, qui était une tricherie, une putain de tricherie. On donnait un goût de jaune au chardonnay, qui n'en avait absolument pas la structure et tout. Pour illustrer par rapport à monsieur aussi, de dire que l'oxydation, ça existe concrètement dans des AOC, et c'est ce qu'on recherche. Oui. Mais ça peut être masquant, ça peut être aussi encore une fois, quand même, Et juste pour l'histoire du volume de dégustation, t'arrives à un moment. Ça revient à personnel. Je me sens. Je te taquinais un peu. Non, mais pour moi, c'est la parabole du marcheur et du marathonien. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui me dit j'adore marcher, c'est contemplatif et tout. Quand je fais 8 bandes par jour, je peux tout observer, tout ça, et je trouve ça génial. Quand un marathonien me raconte jusqu'où il va dans la perception des sens, parce que son corps est un outil qu'il a totalement affûté, je trouve ça aussi passionnant. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu dégustes du vin, tu as bien évidemment un produit, mais tu as un outil qui est ton corps, et il faut l'accepter avec. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler, et ça je le comprends complètement, parce que c'est très dur, mais en même temps c'est assez excitant d'en goûter beaucoup et d'en sortir des très bons, et que des gens vont être contents de pouvoir retrouver. Je n'irai jamais à quelqu'un le goût de la partouze. Hein. Je le dis pas dans ton cas. Non, mais je connais pas tes pratiques. Hein. On veut pas savoir. C'est officiel. Bon, je pense que Thierry, on est arrivé à terme, non? Ouais, mais s'il y a quelques questions. Une sorte de questions, réflexions, et par rapport à ce qu'on disait, je voulais d'abord répéter en tant que vigneron que ce qu'a dit pour moi Christophe, il l'a dit merveilleusement, et je pense que tous les vignerons sont absolument dans cette démarche, et celui qui est le premier concerné et le premier choqué, des fois terriblement, parce qu'il voit en finale
qui n'a pas abouti, et je pense qu'on est le premier spectateur de ce qu'on a pu faire, et ça, c'est vraiment dur. Et ensuite, moi, ce que je voudrais dire, ce qui se dégage, je pense, de cet échange, c'est qu'on a parlé des défauts, et ce qui paraît intéressant, c'est que quelqu'un qui fait le métier de critique donne des nuances, parce que qu'est-ce qu'on a fait là? Pour moi, un critique, ça doit laisser suffisamment de place, justement, en excluant quand même vraiment des choses qui sont... que moi, je ne peux pas cautionner, effectivement, mais avec toute la notion de nuance derrière la note, effectivement, toute cette explication qui dit que dans une appellation, on peut effectivement trouver des vins de type oxydatif sur ces pages-là, qui n'est pas le cas, mais où on peut trouver des choses intéressantes, et ainsi de suite. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on développe la critique, quoi. Que des gens qui, en général, écrivent plutôt bien et dont c'est le métier, réussissent à avoir une notion de nuance, et c'est là qu'on se met même personnellement, nous, des fois, moi, à relire, des fois, certaines... parce qu'il y a de la nuance. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a de la nuance, parce que dans la vie, il y a de la nuance, parce que rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais effectivement, il faut des fois... moi, je pense qu'un critique, ça doit simplement pouvoir écarter suffisamment ce que j'appelle le spectre, pour qu'il y ait plein de gens qui puissent se reconnaître dedans, jusqu'à certaines limites, mais toujours parler de la nuance, du détail, de ce qui fait la vie, quoi. Ouais, et là, là, certainement, peut-être qu'il va se changer le métier, mais ça va faire rebondir à nouveau, et on l'entend, ça. Si on a des oreilles, on l'entend de plus en plus. Mais aussi, il faut rajouter que plus vous ouvrez le spectre, et donc plus il y a de présence de produits retenus, hein, on va dire ça, qualifiés, on va dire ça. Et là, c'est là où je ne m'oppose pas, mais j'explique pourquoi on note. Et l'acte critique, il est aussi dans la notation. À un moment donné, l'amateur, il n'a pas des poches remplies d'or. Il faut qu'il choisisse. Il peut acheter un vin ou deux vins. Et moi, la note, je la vois juste comme ça. Alors, pour l'expliquer, pas des notes. Non, mais les gens ne lisent. Le problème, c'est que quand vous éditez 30 notes, les gens ne vont pas lire les 30 notes. Ils vont rentrer avec plusieurs niveaux de lecture. Et moi, je dis tout le temps, ma meilleure note, quand je dis, bon, si vous connaissez aucun de ces vins, commencez par celui-là. C'est tout. Moi, ce que je dis, et je ne dis pas que les autres sont mauvais, parce qu'après on lit, mais voilà, je pense que dans ce que je viens de déguster, dans le cadre d'une appellation, d'un millésime, voilà, je pense que là, c'est vraiment un truc assez étonnant, voilà. Et après, quelqu'un dit, ah mais je le connais, ou c'est pas, ah lui je le connais pas, il n'a pas forcément une note, il est moins bien noté, mais il va intéresser. C'est ça simplement. Et c'est parce que 30, tu peux pas, il n'y a pas 30 premiers élèves dans une classe, il y a pas 30, ça n'existe pas, et que moi je veux bien qu'on ait une philosophie. Non, mais on n'a pas des élèves. Mais si c'est des vins adultes vivants. Mais non, parce que peut-être qu'ils te plaisent pas. Mais non, mais parce que l'amateur il sort son argent de sa poche et il achète du vin et il peut pas mettre tout le monde dans sa cave. C'est simplement ça la démarche. Mais parle dans ce cas-là de ceux qui t'intéressent, mais de manière et dans un langage qui est compréhensible. C'est ce que je fais. Oublie les notes. C'est ce que dans ce qui m'intéresse, maintenant j'ai banni les notes négatives. J'ai une époque, j'étais un peu, je me disais oh là là et tout, qu'est-ce que c'est que cette critique de vin qui est tout le temps en train de décerner des lauriers à tout le monde, il y a des choses pas bonnes, je l'ai écrit. Ben, je me suis rendu compte que c'était nul parce que déjà je blessais des gens et que après c'était, je pense que le silence est pire que tout. C'est-à-dire que tu parles pas de quelque chose, tu as fait ton boulot de critique en n'en parlant pas, ça s'arrête là. Et après, il y a des nuances. Pour ça, je rebondis, parce que je termine sur ça. S'il y a des nuances. Et plus il y a de nuances, pour que les gens ne se paument pas quand même dans ces nuances. Alors, je ne dis pas que ma notation, elle est bonne. Hein. Celui que je mets à 20 et celui que je mets à 16, peut-être qu'on peut discuter des heures entières sur le vin. On peut discuter des heures entières. Antoine, ce sont des vins où tu goûtes au moins la bouteille entière pendant un certain temps, ou c'est des vins que tu dégustes ça et tu craches? Que je déguste, Jonathan. Tu sais très bien que je déguste. Et oui, mais c'est mon métier et j'en fais. Mais tu peux changer ton métier, comme Simon le barbu a suggéré. Non, mais et à ce moment-là, et après, qu'est-ce que je fais? J'invite 15 copains autour de la table et je leur parle des 15 vins que j'ai goûtés par jour. Parce que je peux pas physiquement, faut arrêter. Ou alors vos vins sont pas dégustables, sont une dégustation, on prend, on crache. Ou alors, parce que simplement le vin. Dégustation, mais il boit. Hein. Il boit aussi. Ouais, tu enlèves les 12 degrés. Tu enlèves les 12 degrés qu'il y a dans le vin. Moi, j'en bois 15 litres par jour, 50 litres par jour. C'est pas le problème. C'est que simplement, voilà, c'est une autre feu. Et je pense que la dégustation, elle est intéressante aussi.
Il y a des gens qui supportent pas de déguster, et je comprends. Ils disent, oh là là, moi je veux goûter le vin, il faut que je l'avale pour le sentir. Et je le comprends très très bien, je le fais quand même assez souvent. Mais en même temps, quand tu en goûtes beaucoup, la dégustation, ça s'apprend pas, je dis souvent. Il n'y a pas d'école de dégustation, c'est du flan, la plupart, ça n'existe pas, on ne vous apprend pas à déguster. Par contre, on utilise son corps à sentir, à voir comment les saveurs persistent, elles traînent ou elles s'évacuent vite, enfin plein de choses. Mais ça, c'est en buvant et en crachant, c'est pas un sale métier. C'est ça que je veux dire, c'est un métier plutôt sympa. Juste pour ajouter un truc, on a beaucoup parlé là, de culture et d'apprentissage de la dégustation. Donc ça, en fait, c'est un seul niveau de la dégustation, c'est la dégustation intellectuelle. Mais dans la partie plaisir, et qui concerne tout le monde là-dedans, c'est-à-dire la spontanéité qu'on peut mettre devant un verre de vin. Et je pense que si on paume ça, finalement, on passe à côté de l'essentiel. Moi, je me souviens que le premier vin que j'ai goûté, le premier vin naturel que j'ai goûté, et dont j'avais aucune conscience de la manière dont c'était fait, ce vin-là me disait, c'est exactement ça que je dois faire. Je veux dire, le premier verre de ce premier vin, au niveau affectif. Et c'était une réaction animale. C'est-à-dire que mon corps me disait, c'est ça. Voilà, c'est ce truc-là, c'est ça qui me touche. Et donc cette dimension animale, c'est ce qui permet à tout le monde d'apprécier du vin, donc n'a pas forcément besoin de lire une critique pour acheter une bouteille. Le monsieur disait très bien, j'achète les vins que j'aime. Voilà. Il faut les finalement, goûter. Il faut avoir accès au vin. C'est quand même le niveau le plus intéressant pour le plaisir. Et se cultiver, c'est un pur plaisir quand on apprend justement plein de nuances dans un terroir donné, en particulier dans le nôtre, parce que c'est l'histoire d'une vie, que d'arriver à comprendre un petit peu ce que chaque parcelle peut exprimer. Donc c'est évidemment d'enculer les mouches, excusez-moi de la vulgarité, c'est aussi passionnant, mais cette animalité, c'est essentiel pour le plaisir, quoi. Essentiel. Et des passeurs, il y a quand même un grand monsieur du vin à Paris, là, les passeurs, les bars à vin, tout ça, pourquoi ça marche bien en ce moment, certains bars à vin, c'est que les gens viennent goûter. Ils se font une idée. À ce moment-là, avant, dans les bars à vin, on ne venait pas goûter, on venait... patron, on ne savait pas ce qu'on buvait, on avait qu'une appellation. Là, ils viennent goûter, ils regardent le nom et tout. C'est pour ça que ça marche plutôt pas mal. C'est que, bien, moi, je rêverais que quand une revue sorte, les gens puissent à un moment donné trouver tous les vins et se faire leur avis et puis se donner une idée bien évidemment qu'il faut goûter. Mais le vin, il est distribué, il n'est pas toujours très bien mis en valeur. Ça a toujours été comme ça. Enfin, je pense que... Et c'est pour ça que je parlais organisation de vignerons après, parce qu'il faut de la multitude et de la multiplicité pour mélanger. Il faut qu'on fasse comprendre que tout ce qui est honnête et sincère mérite. Voilà. Et qu'il faut aller vers ce qui est honnête et sincère, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble effectivement à du vin, avec des défauts qui ne vont pas masquer la structure du vin. Après, si tout le monde se rapproche de ça, chacun avec son caractère, on peut retrouver le goût du vin et pas un goût particulier qui est un petit peu imposé aujourd'hui, je trouve, et contre lequel, à titre personnel, je me bats depuis un certain nombre d'années, même si j'ai moi-même participé à cette demi-errance. Alors, juste pour éventuellement peut-être répondre à ce que tu viens de dire, je pense que le goût imposé, moi je parle personnellement, c'est à partir du moment où on n'a pas encore réellement choisi sa voie ou autre, et on n'est pas encore capable de peut-être enlever les petites roulettes sur le vélo, quoi. Non, mais c'est très important, ça, parce qu'il y a aussi la notion de modèle. Au départ, on fonctionne toujours par rapport à un modèle. Moi, la réflexion qu'a faite Thierry, je l'ai eue aussi, et ensuite d'autres modèles. Et effectivement, après, quand ça dérive vers une normalisation même d'une autre chose, là, c'est un souci. Mais je pense que quelqu'un qui commence à aboutir un peu sans aboutir ce qu'il fait, c'est que là, il arrive à transformer, à évoluer, à faire transformer justement cette chose-là. Et effectivement, ensuite, moi aussi, sinon je peux trouver aussi dans certains cas une certaine de formatage, ce que j'appelais un peu des fois le nivellement un peu des fois de la carbo ou des choses comme ça et autres. Mais je pense que quand on a trouvé son chemin, à un moment donné, on doit pouvoir, voilà, on lâche le bord et puis quand on sait nager, c'est toujours plus facile. Mais c'est important aussi de le dire, ça, parce que ça fait partie de ce qu'on fait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on véhicule, et c'est dur, quoi. Et des fois, c'est dur. Des fois, ça paraît même injuste. Des fois, j'utilise le moins juste. Et c'est parce que je suis pas bien, souvent.
Oui, injuste, surtout quand les autres corrigent. Tout ce qu'il faut pour tout corriger ou pour voilà, tout masquer. J'ai mis tout cette... mais très honnêtement, je pense que... Des fois, je me dis souvent, c'est injuste. Je prononce le mot, parce que ça va pas, mais... la neutralité, l'absence de goût, je pense que les gens en ont marre, quoi. C'est ça aussi qui est positif pour vous, c'est que les gens ont des vins momifiés, ils en font le tour, quoi. Encore, mais si on est dans la culture, là, qu'on est consommateur, quoi, il faut encore en avoir l'usage. Hein. Parce qu'il y a aussi ça le problème, hein, c'est que les bars à vin sont plutôt pleins à partir du jeudi soir, vendredi soir, parce que ça picole fort et tout ça. Mais après, il faut en avoir usage. Effectivement, qu'est-ce qu'on met sur une daube, qu'est-ce qu'on mange avec un poisson, c'est notre culture aussi. Mais je crois que vous êtes des super passeurs pour ça, parce que moi, je pense que l'intérêt des vins qui ont beaucoup d'expression, c'est la résonance qu'ils ont à table. Pour moi, enfin, ma culture française, elle est là. Elle est terriblement liée à ça. Et le peu que je connais du Japon aussi, pourquoi il y a certains... C'est qu'ils ont trouvé dans leur cuisine quelque chose enfin, voilà, ils ont vraiment trouvé quelque chose, un passage entre une culture, pour faire court, du thé, des tanins avec vos vins, qui est très important. Et donc, c'est pour ça qu'on revient au goût. On revient au goût. Parce que je pense que le thème du débat de cet après-midi, on aurait pu mettre aussi des chefs, hein, parler de la cuisine. Parce que la cuisine, aujourd'hui, il y a vraiment des choses très intéressantes. Hein, cuisson, pas cuisson. Enfin, sur les viandes aussi, il y a un grand débat sur les viandes. Est-ce qu'il faut forcément en faire des viandes rassis ou aller au corps? Enfin, c'est des choses très... Et là, les normes, elles sont... Et là, les normes, elles sont... Là, je veux dire que les normes, elles sont énormes. Messieurs, dames, merci. Je crois qu'on doit retourner par là.